La corde s'était tendue sous le poids de la sphère et avait resserré sa boucle. Maintenant, comme un nœud coulant autour du cou de mon pauvre ami projeté en l'air qui pendait le long du fil du pendule et, envolé soudain vers l'extrémité orientale du cœur, revenait en arrière à présent, déjà sans vie, je l'espère, dans ma direction. La foule, en se piétinant, s'était de nouveau retirée sur les bords pour laisser l'espace au prodige. Le préposé aux oscillations, grisé par la renaissance du pendule, en secondait l'élan, agissant directement sur le corps du pendule. L'axe d'oscillation formait une diagonale de mes yeux à une des verrières, celle à coup sûr avec l'écaillure, par où aurait dû pénétrer d'ici quelques heures le premier rayon de soleil. Je ne voyais donc pas Jacopo osciller face à moi, mais je crois qu'ainsi sont allées les choses, que c'est bien la figure qu'il traçait dans l'espace. Le cou de Belbo apparaissait comme une seconde sphère, insérée le long du segment de fil qui allait de la base à la clé de voûte. Et, comment dire, tandis que la sphère métal se pendait à droite, la tête de Belbo, l'autre sphère, penchait à gauche et inversement. Pendant un long moment, les deux sphères prirent des directions opposées, si bien que ce qui sabrait l'espace n'était plus une droite, mais une structure triangulaire. Cependant, alors que la tête de Belbo suivait la traction du fil tendu, son corps, lui, peut-être d'abord dans le dernier spasme, à présent avec la spastique agilité d'une marionnette de bois, traçait d'autres directions dans le vide, indépendamment de la tête, du fil et de la sphère située au-dessus, les bras d'un côté, les jambes de l'autre, et j'eus la sensation que si quelqu'un avait photographié la scène avec la machine de Newbridge, bloquant net sur la plaque sensible chaque moment d'une succession spatiale, enregistrant les deux points extrêmes où venaient à se trouver la tête à chaque période, les deux points d'arrêt de la sphère, les points du croisement idéal des fils, indépendamment l'un de l'autre, et les points intermédiaires marqués par l'extrémité du plan d'oscillation du tronc et des jambes, Belbo, pendu au pendule, dis-je, aurait dessiné dans le vide l'arbre des séphirotes, résumant dans son moment suprême l'histoire même de tout l'univers, fixant dans son errance aérienne les 10 étapes du souffle exsangue et de la déjection du divin dans le monde. Puis, tandis que l'oscillateur continuait à encourager cette funèbre balançoire, par une atroce combinaison de forces, une migration d'énergie, le corps de Belbo était devenu immobile, et le fil avec la sphère se déplaçait comme un pendule de son corps à la terre seulement. Le reste, qui reliait Belbo à la voûte, tombant désormais d'aplomb. Ainsi, Belbo, réchappé de l'erreur du monde et de ses mouvements, était devenu, lui, maintenant, le point de suspension, le pivot fixe, le lieu où se soutient la voûte du monde, et sous ses pieds seulement oscillaient le fil et la sphère, de l'un à l'autre pôle, sans repos, avec la terre qui s'échappait sous eux, montrant toujours un continent nouveau. Et la sphère ne savait pas indiquer, ou jamais ne le saurait, où se trouvait l'ombilique du monde. Alors que la meute des diaboliques, un instant ébahie devant le phénomène, se remettait à crier, je me dis que l'histoire était vraiment finie. Si Od est la séphira de la gloire, Belbo avait eu la gloire. Un seul geste impavide l'avait réconcilié avec l'absolu. Le pendule idéal. Je n'avais plus rien à apprendre dans cet endroit. Je profitais du tombeau pour arriver à la statue de Graham. Le socle était encore ouvert. J'entrai, descendis, et au bas d'un escalier étroit, je me trouvais sur un petit palier éclairé par une ampoule, sur lequel s'ouvrait un escalier à vis en pierre. Et arrivé à la dernière marche, je m'enfonçai dans un couloir aux voûtes plutôt hautes, faiblement éclairées. Tout d'abord, je ne sus pas où j'étais et d'où provenait le clapotement que j'entendais. Puis mes yeux s'habituèrent. Je me trouvais dans un conduit des égouts. Une sorte de main courante m'empêcherait de tomber dans l'eau, mais elle ne m'empêchait pas de sentir des relents dégoûtants entre le chimique et l'organique. Quelque chose au moins était vrai dans toute cette histoire. Les égouts de Paris, ceux de Colbert, de Fantomas et de Decausse. Je poursuivais le collecteur le plus grand, délaissant les déviations les plus sombres et espérant que quelques signal m'aviserait où mettre un terme à ma course souterraine. En tout cas, je filais loin du conservatoire, et par rapport à ce royaume de la nuit, les égouts de Paris étaient le soulagement, la liberté, le bon air, la lumière. J'avais une seule image dans les yeux, le hiéroglyphe tracé dans le cœur par le corps mort de Belbo. Je n'arrivais pas à trouver à quel dessin ce dessin correspondait. Maintenant, je sais que c'est une loi physique, mais la façon dont je l'ai su rend encore plus emblématique le phénomène.
Ici, dans la maison de campagne de Jacopo, parmi toutes ces notes, j'ai trouvé une lettre de quelqu'un qui, en réponse à sa question, lui racontait comment marche le pendule et comment il se comporterait si le long du fil était suspendu à un autre poids. Donc, qui sait depuis combien de temps, en pensant au pendule, Belbo l'imaginait, et comme un Sinaï et comme un calvaire. Il n'était pas mort victime d'un plan de facture récente, il avait préparé en imagination sa mort depuis longtemps, en ignorant que, persuadé de n'avoir aucun don pour la création, son ressassement projetait la réalité. Ou peut-être pas. Il avait choisi de mourir ainsi pour se prouver à lui-même et aux autres que, même à défaut du génie, l'imagination est toujours créatrice. En un certain sens perdant, il avait gagné. Ou est-ce qu'il a tout perdu, celui qui se vouerait à cette unique façon de gagner? Il a tout perdu, celui qui n'a pas compris qu'il s'est agi d'une autre victoire. Mais moi, samedi soir, je ne l'avais pas encore découvert. J'allais par le conduit, à même comme Postel, peut-être perdu dans les mêmes ténèbres, et soudain, Jules signale. Une lampe plus forte fixée au mur me montrait un autre escalier de nature provisoire qui donnait sur une trappe de bois. Je tentais le coup et me retrouvais dans une sorte de cave encombrée de bouteilles vides qui s'ouvrait sur un couloir avec 2 chiottes. Sur les portes, le petit bonhomme et la petite bonne femme. J'étais dans le monde des vivants. Je m'arrêtais, haletant. C'est alors seulement que je pensais à Lorenza. À présent, c'est moi qui pleurais. Mais elle était en train de glisser loin de mes veines, comme si elle n'avait jamais existé. Je ne parvenais même plus à me rappeler son visage. De ce monde des morts, c'était la plus morte. Au bout du couloir, je trouvais un nouvel escalier, une porte. J'entrais dans une atmosphère enfumée et malodorante, une gargote, un bistrot, un bar oriental, des serveurs de couleur, des clients en sueur, des brochettes grasses et des bocs de bière. Je repoussai la porte comme quelqu'un qui était déjà là et serait allé uriner. Personne ne me remarqua, ou peut-être l'homme de la caisse qui, me voyant émerger du fond, me fit un signe imperceptible, de ses yeux mi-clos, un hoquet, comme pour dire « j'ai compris, passe, moi je n'ai rien vu ». Si l'œil pouvait voir les démons. J'étais sorti du bar et je m'étais trouvé au milieu des lumières de la porte Saint-Martin. Oriental était la gargote d'où j'étais sorti, Oriental les autres boutiques tout autour, encore éclairées. Odeur de couscous et de falafel et la foule. Des jeunes en bande, affamés, beaucoup avec un sac de couchage, des groupes. Je ne pouvais pas entrer dans un café boire quelque chose, j'avais demandé à un jeune ce qui se passait. La manif. Le jour suivant, il y avait la grande manifestation contre la loi Savary. Ils allaient en autocar. Un Turc, un Druze, un Ismaélien déguisé m'invitait en mauvais français à entrer dans certains lieux. Jamais. Fuir à la moute. Je ne sais pas qui est au service de qui, se méfier. Je traverse le carrefour. Maintenant, je n'entends que le bruit de mes pas. L'avantage des grandes villes, vous vous déplacez de quelques mètres et vous retrouvez la solitude. Mais soudain, après quelques pâtés de maison, à ma gauche, le conservatoire, pâle dans la nuit. De l'extérieur, parfait. Un monument qui dort du sommeil du juste. Je continue vers le sud, en direction de la Seine. J'avais bien une intention, mais elle ne m'était pas claire. Je voulais demander à quelqu'un ce qui était arrivé. Mort, Belbo? Le ciel est serein. Je crois à un groupe d'étudiants silencieux, pris par le Genius Loci. À gauche, la silhouette de Saint-Nicolas-des-Champs. Je continue par la rue Saint-Martin, traverse la rue aux Ours, large, on dirait un boulevard. Je crains de perdre ma direction, que par ailleurs je ne connais pas. Je regarde autour de moi et à ma droite, au coin, je vois les 2 vitrines des éditions rosicruciennes. Elles sont éteintes, mais en partie avec la lumière des réverbères, en partie avec ma lampe de poche, je réussis à en déchiffrer le contenu. Des livres et des objets, histoire des Juifs, contes de Saint-Germain, alchimie, monde caché, les maisons secrètes de la Rose-Croix, le message des constructeurs de cathédrales, Qatar, Nouvelle-Atlantide, médecine égyptienne, le temple de Karnak, Bhagavad Gita, réincarnation, croix et chandeliers rosicruciens, buste d'Isis et Osiris, encens emboîté en tablettes, tarot, un poignard, un coupe-papier en étain au mancheron qui porte le sceau des Rose-Croix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de moi. À présent, je passe devant Beaubourg. Dans la journée, c'est une fête villageoise. À cette heure, la place est presque déserte. Des groupes éparses,
silencieuse et endormie, de rares lumières venues des brasseries d'en face. C'est vrai, de grandes ventouses qui absorbent de l'énergie terrestre. Peut-être les foules qui la remplissent le jour servent-elles à fournir des vibrations, la machine hermétique se nourrit de chair fraîche. Église Saint-Méry. En face, la librairie de la Vouivre, aux 3/4 occultistes. Il ne faut pas que je me laisse prendre par l'hystérie. Je tourne rue des Lombards, sans doute pour éviter une troupe de filles scandinaves qui sortent en riant d'un troquet encore ouvert. Taisez-vous. Vous ne savez pas que Lorenza aussi est morte. Mais est-elle morte? Et si moi j'étais mort? Rue des Lombards, si innerve perpendiculaire à la rue Flamel, et au fond de la rue Flamel, on aperçoit à Blanche la tour Saint-Jacques. Au croisement, la librairie Arcade 22, tarots et pendules. Nicolas Flamel, l'alchimiste, une librairie alchimique et la tour Saint-Jacques, avec ses grands lions blancs à sa base. Cette inutile tour du gothique finissant à quelques pas de la Seine, qui avait même donné son nom à une revue ésotérique, la tour où Pascal avait fait ses expérimentations sur le poids de l'air, et il paraît qu'aujourd'hui encore, à 52 mètres de hauteur, il y a une station de recherche climatologique. Sans doute avait-il commencé ici avant d'ériger la tour Eiffel. Il existe des zones privilégiées, et personne ne s'en aperçoit. Je retourne vers Saint-Méry. D'autres rires éclatants de jeunes filles. Je ne veux pas voir les gens. Je contourne l'église par la rue du cloître Saint-Méry, une porte du transept vieille en bois brut. Sur la gauche s'ouvre une place aux confins de Beaubourg, éclairée à giorno. Une esplanade où les machines de Tinguely et d'autres créations multicolores flottent sur l'eau d'un bassin ou petit lac artificiel, en une sournoise dislocation de roues dentées, et en arrière-plan, je retrouve les échafaudages de tubes et les grandes bouches béantes de Beaubourg, comme un Titanic abandonné contre un mur mangé de lierre, échoué dans un cratère de la Lune. Là où les cathédrales n'ont pas réussi, les grandes écoutilles transocéaniques chuchotent en contact avec les Vierges noires, ne les découvrent que ceux qui savent faire la circumnavigation de Saint-Méry. Et donc il faut continuer, j'ai une piste. Je suis en train de mettre à nu une de leurs trames à eux. Au centre même de la ville lumière, le complot des obscurs. Je me replie sur la rue des juges consuls, me retrouve devant la façade de Saint-Méry. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me pousse à allumer ma lampe de poche et à la diriger vers le portail, gothique fleuri, arc en accolade, et puis soudain, cherchant ce que je ne m'attendais pas à trouver, sur l'archivolte du portail, je le vois. Baphomet. Juste où les demi-arcs se rejoignent, tandis qu'au fait du premier se trouvent nos colombes du Saint-Esprit, dans la gloire de ses rayons de pierre, sur le second, assiégé par des anges orants, lui, le Baphomet, avec ses ailes terribles. À la façade d'une église, sans pudeur. Pourquoi là? Parce que nous ne sommes pas très loin du temple. Où se trouve le temple? Ou ce qu'il en reste? Je reviens sur mes pas, remonte vers le nord-est, et me voilà au coin de la rue de Montmorency, au numéro 51, la maison de Nicolas Flamel. Entre le Baphomet et le temple. La visée stagiriste savait bien avec qui il devait compter. Poubelle pleine d'une saleté immonde devant une maison d'époque imprécise, taverne Nicolas Flamel. La maison est vieille, on l'a restaurée dans un but touristique, pour diabolique d'infimant, illique. À côté, il y a un American bar avec une publicité Apple. Secouez-vous les puces, soft Hermès, dire t'es noir. À présent, je suis dans la rue du Temple. Je la parcours et j'arrive au coin de la rue de Bretagne où se trouve le square du Temple, un jardin livide comme un cimetière, la nécropole des chevaliers sacrifiés. Rue de Bretagne, jusqu'au croisement avec la rue Vieille du Temple. La rue Vieille du Temple, après le croisement avec la rue Barbette, a d'étranges magasins de lampes électriques de forme bizarre, en canard, en feuilles de lierre, rampes ostensiblement modernes, et ils ne me la font pas. Rue des Francs-Bourgeois. Je suis dans le Marais, je le connais, d'ici peu apparaîtront les vieilles boucheries cachères. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les Juifs, avec les Templiers? Maintenant que nous avons établi que leur place dans le plan revenait aux assassins de la Mammouth, pourquoi suis-je ici? Je cherche une réponse, non. Je ne veux sans doute que m'éloigner du conservatoire, ou bien je me dirige confusément vers un endroit. Je sais qu'il ne peut être ici, mais je cherche seulement à me rappeler où il est, comme Belbo qui cherchait en rêve une adresse oubliée. Je croise un groupe obscène. Il rit mal, marche dans un ordre dispersé, m'obligeant à descendre du trottoir. Un instant, j'ai peur que ce ne soient les envoyés du vieux de la montagne et qu'ils ne se trouvent ici pour moi. Ce n'est pas ce que je croyais, ils disparaissent dans la nuit.
mais parlent une langue étrangère qui siffle chiite, talmudique, copte, comme un serpent du désert. Viennent à ma rencontre des silhouettes androgynes avec de longues houppelandes rose-croix. Elles me dépassent, tournent dans la rue du Sévigné. Désormais, c'est la pleine nuit. Je me suis enfui du conservatoire pour retrouver la ville de tout le monde, et je m'aperçois que la ville de tout le monde est conçue comme une nécropole au parcours préférentiel pour les initiés. Un ivrogne. Il fait semblant, peut-être. Se méfier, toujours se méfier. Je tombe sur un bar encore ouvert. Les serveurs enveloppés dans leur long tablier jusqu'aux chevilles rassemblent déjà les chaises et les tables. J'ai juste le temps d'entrer et ils me donnent une bière. Je la bois d'un trait et j'en demande une autre. « Fait soif, hein ?» dit l'un d'eux, mais sans cordialité, avec soupçon. Bien sûr que j'ai soif. Depuis 5 heures l'après-midi que je n'ai pas bu. Et on peut avoir soif même sans avoir passé la nuit sous un pendule. Imbécile. Je paie et m'en vais avant qu'ils ne puissent graver mes traits dans leur mémoire. Et me voilà au coin de la place des Vosges. Je parcours les arcades. Quel était ce vieux film qui résonnait des pas de Mathias, le poignardeur fou, la nuit sur la place des Vosges? Je m'arrête. J'entends des pas derrière moi. Bien sûr que non. Ils se sont arrêtés eux aussi. Il suffirait de quelques meubles vitrés et ces arcades deviendraient des salles du conservatoire. Place Lombard du XVIe siècle, arc plein cintre, galerie de gravures et objets d'antiquité, mobilier. Place des Vosges, si basse avec ses vieilles portes cochères rayées et déformées et lépreuses. Il vit des gens qui n'ont pas bougé depuis des centaines d'années. Des hommes avec une houppelande jaune. Une place habitée seulement par des taxidermistes. Ils ne sortent que la nuit. Et ils connaissent la plaque, le regard, par où pénétrer dans le mundus subterraneus, sous les yeux de tout le monde. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale de la patellerie numéro 75, U1, Porte-Neuve. Sans doute des riches y habitent-ils. Mais sitôt après, il y a une vieille porte écaillée comme une maison de la Via Sincero Renato. Unie aux 3, une porte refaite récemment. Alternance d'illiques et de pneumatiques. Les seigneurs et leurs esclaves, ici, où il y a les planches clouées sur ce qui devait être un arc. C'est évident, ici, il y avait une librairie d'occultisme et à présent, il n'y est plus. Un bloc entier a été vidé, évacué en une nuit, comme habillé. À présent, ils savent que quelqu'un sait et ils commencent à entrer dans la clandestinité. Je suis au coin de la rue du Birague. Je vois la théorie infinie des portiques sans âme qui vivent. Je préférerais qu'il fasse noir, mais la lumière jaune des lampes s'y répand. Je pourrais crier et personne ne m'écouterait. Silencieux derrière ces fenêtres closes, par où ne filtre pas la moindre lumière, les taxidermistes ricaneraient dans leur houppelande jaune. Et pourtant non. Entre les arcades et le jardin central, les voitures sont garées et il passe quelques rares ombres. Mais ceci ne rend pas plus affable les rapports. Un grand berger allemand traverse la rue devant moi, un chien noir, seul, la nuit. Où est Faust? Peut-être envoie-t-il le fidèle Wagner faire pisser le chien. Wagner. Voilà l'idée qui me trottait par la tête sans affleurer, le docteur Wagner. C'est lui qu'il me faut. Lui pourra me dire que rien de tout cela n'est vrai. Que Belbeau est vivant et que le tresse n'existe pas. Quel soulagement si j'étais malade. J'abandonne ma place presque en courant. Je suis suivi par une voiture. Non, sans doute veut-elle seulement se garer. Je trébuche sur les sacs de poubelle. La voiture se gare. Ce n'est pas moi qu'on cherchait. Je débouche rue Saint-Antoine, je cherche un taxi. Comme par évocation, il en passe un, je lui dis « 7 avenue Élysée reclus ». Je voudrais être la tour. Je ne savais pas où c'était. Je n'osais pas le demander au chauffeur parce que celui qui prend un taxi à 7 heures, il le fait pour rentrer chez lui. Sinon, c'est au minimum un assassin. D'ailleurs, le taxi enchaînait. Le centre était encore plein de ces maudits étudiants. Des autocars garés n'importe où. La merde, quoi. Si ça dépendait de lui, tout ça au mur. Et mieux valait prendre par le plus long. Il avait pratiquement fait le tour de Paris, me laissant enfin au numéro 7 d'une rue solitaire. Aucun docteur Wagner n'y figurait. Alors, c'était le 17 ou le 27? Je fis 2 ou 3 tentatives, puis je repris mes esprits. Même si j'avais trouvé la porte de l'immeuble, je ne pensais tout de même pas tirer le docteur Wagner du lit à une heure pareille pour lui raconter mon histoire. J'avais fini là pour les mêmes raisons qui m'avaient fait errer de la porte Saint-Martin à la place des Vosges. Je fuyais. Et à présent, j'avais fui de l'endroit où j'avais fui en m'enfuyant du conservatoire. Je n'avais pas besoin d'un psychanalyste, mais d'une camisole de force ou d'une cure de sommeil.
ou de l'IA, qui me prenne la tête, me la serre fort entre son sein et son aisselle en me murmurant « Sois sage ». J'avais cherché le docteur Wagner ou l'avenue Élysée-Reclus. Parce que maintenant je me le rappelais, ce nom que j'avais rencontré au cours de mes lectures pour le plan, c'était quelqu'un du siècle passé qui avait écrit. Je ne me souviens pas quel livre sur la Terre, sur le sous-sol, sur le volcan, quelqu'un qui, sous prétexte de faire de la géographie académique, fourrait le nez dans le mundus subterraneus. Un des leurs. Je les fuyais et je me les retrouvais toujours dans les pattes. Petit à petit, en l'espace de quelques siècles, ils avaient occupé tout Paris et le reste du monde. Il fallait que je retourne à l'hôtel. Trouverais-je un autre taxi? Pour le peu que j'avais compris, j'aurais pu être dans l'extrême banlieue. Je m'étais dirigé vers l'endroit où parvenait une lumière plus claire, diffuse, et s'entrevoyait le plein ciel. La Seine. Et, arrivé au coin de l'avenue, je la vis. À ma gauche, j'aurais dû soupçonner qu'elle était là, à proximité, à l'affût, dans cette ville, le nom des rues traçait un message sans équivoque. On était toujours mis en garde, tant pis pour moi qui n'y avais pas pensé. Elle était là, l'immonde araignée minérale, le symbole, l'instrument de leur pouvoir. J'aurais dû fuir, et je me sentais au contraire attiré vers la toile, faisant aller ma tête de bas en haut et vice-versa, car désormais je ne pouvais plus la saisir d'un seul coup d'œil, j'étais pratiquement dedans. J'étais sabré par ces mille arêtes, je me sentais bombarder le rideau de fer qui tombait de tous côtés. Se fût-elle déplacée un tant soit peu, elle aurait pu m'écraser sous l'une de ses pattes de mécano. La tour. Je me trouvais dans le seul point de la ville où on ne la voit pas de loin, de profil, se présenter amicale sur l'océan des toits, frivole comme un tableau de Dufy. Elle était au-dessus de moi. Elle me planait dessus. J'en devinais la pointe, mais je me déplaçais d'abord autour et puis, dans l'embase, serré entre un pied et l'autre, j'en apercevais les jarrets, le ventre, les pudenda. J'en devinais le vertigineux intestin qui ne faisait qu'un avec l'ésophage de son cou de girafe polytechnique. Ajourée, elle avait le pouvoir d'obscurcir la lumière qui l'entourait. Et comme je me déplaçais, elle m'offrait à partir de perspectives différentes voûtes caverneuses cadrant des effets de zoom sur les ténèbres. Maintenant, à sa droite, encore bas sur l'horizon vers le nord-est, un croissant de lune s'était levé. Parfois, la tour l'encadrait comme s'il s'agissait d'une illusion d'optique, une fluorescence d'un de ces écrans bancals. Mais il suffisait que je bouge, et les écrans changeaient de format, la lune avait disparu. Elle était allée s'enchevêtrer entre quelques côtes métalliques. L'animal l'avait broyé, digéré, fait s'évanouir dans une autre dimension. Hypercube, cube tétradimensionnel. À présent, je voyais à travers une arcade une lumière mobile, deux même, rouge et blanche, qui clignotait. Certainement un avion à la recherche de Roissy ou d'Orly, que sais-je. Mais aussitôt, je m'étais déplacé, moi, ou l'avion, ou la tour. Les lumières disparaissent derrière une nervure. J'attendais de les voir réapparaître dans l'autre encadrement, et elles n'étaient plus là. La tour avait 100 fenêtres, toutes mobiles, et chacune donnait sur un segment différent de l'espace-temps. Ses côtes ne marquaient pas les plis euclidiens, elles découpaient le tissu du cosmos, basculaient des catastrophes, feuilletaient des pages de mondes parallèles. Qui avait dit que cette flèche de Notre-Dame la brocante servait à suspendre Paris au plafond de l'univers? Au contraire, elle servait à suspendre l'univers à sa propre flèche. C'est normal. N'est-elle pas l'ersatz du pendule? Comment l'avait-on appelé? Suppositoire solitaire, obélisque vide, gloire du fil de fer, apothéose de la pile, hôtel aérien d'un culte idolâtre, abeille au cœur de la rose des vents, triste comme une ruine, laid colosse couleur de la nuit, symbole difforme de force inutile, prodige absurde, pyramide insensée, guitare, encrier, télescope, prolixe comme le discours d'un ministre, dieu ancien et bête moderne. Voilà ce qu'elle était, et d'autres choses encore. Et si j'avais eu le sixième sens des seigneurs du monde, maintenant que j'étais pris dans son faisceau de cordes vocales incrustées, de polypes boulonnés, je l'aurais entendu murmurer rauque la musique des sphères, la tour qui suçait en ce moment des ondes du cœur de la terre creuse et les retransmettait à tous les menhirs du monde. Rhizome de jointures clouées, arthrose cervicale, prothèse d'une prothèse, quelle horreur! D'où je me trouvais pour me fracasser dans les abîmes, ils auraient dû me précipiter vers les sommets. J'étais certainement en train de sortir d'un voyage à travers le centre de la Terre. J'étais dans le vertige antigravitationnel des antipodes. Nous n'avions pas rêvé. Elle m'apparaissait maintenant comme la preuve imminente du plan. Mais d'ici peu, elle réaliserait que j'étais l'espion l'ennemi.
Le grain de sable dans l'engrenage dont elle était l'image et le moteur. Elle dilaterait insensiblement à losange de sa lourde dentelle et elle m'engloutirait. Je disparaîtrais dans un pli de son néant, transféré dans l'ailleurs. Si j'étais resté encore un peu sous son treillis, ses grandes serres se seraient resserrées, se seraient incurvées ainsi que des crocs m'auraient sucé, et puis l'animal aurait repris sa position sournoise de taille criant criminelle et sinistre. Un autre avion. Celui-ci n'arrivait de nulle part. C'est elle qui l'avait engendré entre l'une et l'autre de ces vertèbres de mastodonte décharnés. Je la regardais, elle n'en finissait plus, comme le projet pour lequel elle était née. Si j'étais resté sans être dévoré, j'aurais pu suivre ses déplacements, ses révolutions lentes, sa manière infinitésimale de se décomposer et recomposer sous la fibre froide des courants. Sans doute les seigneurs du monde la savaient-ils interpréter comme un tracé géomantique. Dans ces imperceptibles métamorphoses, ils auraient lu des signaux décisifs, des mandats inavouables. La tour tournait au-dessus de ma tête, tournevis du pôle mystique. Ou bien non. Elle était immobile, tel un axe magnétique, et faisait pivoter la voûte céleste. Le vertige était le même. Comme elle se défend bien, la tour, me disais-je. De loin, elle lance des œillades affectueuses, mais si vous vous approchez, si vous cherchez à pénétrer son mystère, elle vous tue. Elle vous gèle les os, rien qu'en affichant l'effroi insensé dont elle est faite. À présent, je sais que Belbo est mort et que le plan est vrai, parce que vrai est le tour. Si je ne parviens pas à fuir encore une fois, je ne pourrai le dire à personne. Il faut damner l'alarme. Un bruit. Halte. On revient à la réalité. Un taxi qui avance à toute allure. D'un bond, je réussis à me soustraire à la ceinture magique. Je fis de larges signes. Je courus le risque de me faire renverser car le taxi ne freina qu'à la dernière seconde, comme s'il s'arrêtait de mauvaise grâce. Pendant le trajet, il me dirait que lui aussi, quand il passe dessous la nuit, il a peur de la tour. Et il accélère. Pourquoi? Lui ai-je demandé. Parce que ça fait peur, c'est tout. Je fus vite rendu à mon hôtel. Je dus sonner longtemps pour réveiller un portier tombant de sommeil. Je me suis dit, il faut que tu dormes à présent, le reste à demain. Je pris quelques cachets en quantité suffisante pour m'empoisonner. Ensuite, je ne me souviens pas. La folie possède un pavillon énorme. Je m'étais réveillé à 2h de l'après-midi, abasourdi et catatonique. Je me rappelais exactement tout, mais je n'avais aucune garantie que ce que je me rappelais fût vrai. D'abord, j'avais pensé courir en bas de la rue pour acheter les journaux, puis je m'étais dit que dans tous les cas, quand bien même une compagnie de spahis eût pénétré dans le conservatoire sitôt après l'événement, on n'aurait pas eu assez de temps pour faire sortir la nouvelle dans les journaux du matin. Et puis, Paris, ce jour-là, avait d'autres chats à fouetter. Le portier me l'avait dit tout de go, à peine j'étais descendu pour un café. La ville se trouvait en ébullition. Beaucoup de stations de métro avaient été fermées. Dans certains endroits, la police chargeait. Les étudiants étaient trop nombreux et décidément ils exagéraient. J'avais trouvé le numéro du docteur Wagner dans le bottin. J'avais même essayé de téléphoner, mais il était évident que le dimanche, il n'était pas à son cabinet. Quoi qu'il en fût, je devais aller vérifier au conservatoire. Je me souvenais qu'il était ouvert le dimanche après-midi aussi. Le quartier latin était agité. Des groupes vociférants passaient avec des drapeaux. Dans l'île de la Cité, j'avais vu un barrage de police. Au loin, on entendait des explosions. Ça devait être comme ça, en 68. À la hauteur de la Sainte-Chapelle, il y avait eu des remous, je sentais une odeur de gaz lacrymogène. J'avais entendu une sorte de charge. Je ne savais pas si c'était les étudiants ou les flics, les gens couraient autour de moi, nous étions réfugiés derrière une grille, un cordon de policiers devant nous, tandis que le chambardement avait lieu dans la rue. Quelle honte! Moi, désormais en compagnie des bourgeois sur le retour, à attendre que la révolution se calmât. Puis, j'avais eu la voie libre, en prenant des rues secondaires autour des anciennes halles, et j'étais tombé sur la rue Saint-Martin. Le conservatoire était ouvert, avec sa cour blanche. La plaque sur la façade, le Conservatoire des Arts et Métiers, institué par décret de la Convention du 19 Vendémiaire en 3, dans les bâtiments de l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-Champs, fondé au XIe siècle. Tout en ordre, avec une petite foule dominicale insensible à la kermesse estudiantine. J'étais entré, gratuit le dimanche, et chaque chose était comme l'après-midi précédent à 5 heures. Les gardiens, les visiteurs, le pendule à sa place habituelle. Je cherchais les traces de tout ce qui s'était passé. Si cela s'était passé, quelqu'un avait fait un consciencieux nettoyage. Si cela s'était passé. Je ne me souviens pas comment s'est déroulé pour moi le reste de l'après-midi.
Je ne me souviens même pas ce que j'ai vu en flânant dans les rues, contraint de temps à autre à m'esquiver pour éviter le remue-ménage. J'ai appelé Milan, histoire d'essayer. Par superstition, j'ai composé le numéro de Belbo, puis celui de Lorenza, puis les éditions Garamond, qui ne pouvaient être que fermées. Et pourtant, si cette nuit est encore aujourd'hui, tout est arrivé hier. Mais depuis avant-hier jusqu'à cette nuit, il est passé une éternité. Vers le soir, je me suis aperçu que j'étais à jeun. Je voulais de la tranquillité et quelques fastes. Près du Forum des Halles, je suis entré dans un restaurant qui me promettait du poisson. Et même trop. Ma table juste devant un aquarium. Un univers assez irréel pour me replonger dans un climat de soupçon absolu. Rien n'est le fait du hasard. Ce poisson a l'air d'un hésichaste asthmatique qui perd la foi et accuse Dieu d'avoir réduit le sens de l'univers. Sabaoth, comment arrives-tu à être assez malin pour me faire croire que tu n'existes pas? Ainsi qu'une gangrène, la chair s'étend sur le monde. Cet autre ressemble à Minnie. Il bat de ses longs cils et fait la boubouche en chœur. Minnie est la fiancée de Mickey. Je mange une salade folle avec un haddock moelleux comme des chairs d'enfant, avec du miel et du poivre. Les policiers sont ici. Celui-là plane au milieu des coraux tel l'aéroplane de Breguet. Long battement d'aile de l'épidoptère, sans contre qu'il a remarqué son fœtus d'homonculus abandonné sur le fond d'un athanor désormais percé, jeté au milieu des ordures, devant la maison de Flamel. Et puis, un poisson templier, tout loriqué de noir. Il cherche nos fourries. Il effleure les échastes asthmatiques qui naviguent, absorbés et courroucés vers l'indicible. Je tourne la tête. Là-bas, au bout de la rue, j'aperçois l'enseigne d'un autre restaurant, chez R. Rose-Croix, Reuchlin, Rosisperius, Ragotsky, Zarogi. Signature. Voyons, l'unique façon de mettre le diable dans l'embarras, c'est de lui faire croire que tu n'y crois pas. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, sur la course nocturne à travers Paris et sur la vision de la tour, sortir du conservatoire, après qu'on a vu ou cru voir ce qu'on a vu et vivre la ville comme un cauchemar, c'est normal. Mais qu'est-ce que j'ai vu au conservatoire? Il fallait absolument que je parle avec le docteur Wagner. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était la panacée, mais c'était ainsi, thérapie de la parole. Comment ai-je fait venir ce matin? J'ai eu l'impression d'être entré dans un cinéma où on passait la dame de Shanghai d'Orson Welles. Quand je suis arrivé à la scène des miroirs, je n'ai pas tenu et je suis sorti. Mais peut-être n'est-ce pas vrai, je l'ai imaginé. Ce matin, j'ai téléphoné à 9h au docteur Wagner. Le nom de Garamond a permis de franchir la barrière de la secrétaire. Le docteur a paru se souvenir de moi. Devant l'état d'urgence où je lui expliquais me trouver, il m'a dit qu'il me recevrait tout de suite, à 9h30, avant qu'arrivent les autres patients. Il m'avait semblé aimable et compréhensif. Peut-être ai-je rêvé même ma visite au docteur Wagner. La secrétaire m'a fait décliner mon identité, elle a préparé une fiche, m'a fait payer les honoraires. Par chance, j'avais déjà mon billet de retour. Un cabinet de petite dimension, sans divan. Fenêtre sur la Seine, à gauche l'ombre de la tour. Le docteur Wagner m'a accueilli avec une affabilité professionnelle. Au fond, c'est juste. Je n'étais plus un de ses éditeurs, j'étais un de ses clients. D'un geste large et calme, il m'a invité à m'asseoir devant lui, de l'autre côté de son bureau, comme un employé du ministère. Et alors, c'est ce qu'il a dit. Et il a donné une impulsion à son fauteuil pivotant me tournant le dos. Il restait tête baissée et il me semblait qu'il tenait les mains jointes. Je n'avais plus qu'à parler. J'ai parlé. Comme une cataracte. J'ai tout sorti. Du début à la fin, ce que je pensais il y a 2 ans, ce que je pensais l'année dernière, ce que je pensais que Belbo avait pensé, et Diatanevi, et surtout ce qui était arrivé la nuit de la Saint-Jean. Wagner n'a jamais interrompu, n'a jamais fait signe que oui, ou montré de la désapprobation. Pour ce que j'en sais, il pouvait avoir sombré dans le sommeil, mais ce doit être sa technique, et moi je parlais. Thérapie de la parole. Puis j'ai attendu, en fait de parole, la sienne, qui me sauva. Wagner s'est levé, très lentement, sans se retourner vers moi. Il a fait le tour de son bureau, il s'est dirigé vers la fenêtre. Maintenant, il regardait par les vitres, les mains croisées dans son dos, absorbé dans ses pensées. En silence, pendant environ 10-15 minutes. Ensuite, toujours le dos tourné vers moi, d'une voix incolore, paisible, rassurante. « Monsieur, vous êtes fou. » Lui,
il est resté immobile, moi de même. Après 5 autres minutes, j'ai compris qu'il ne continuerait plus. Fin de la séance. Je suis sorti sans saluer. La secrétaire m'a fait un large sourire et je me suis retrouvé dans l'avenue Élysée-Reclus. Il était 11 heures. J'ai rassemblé mes affaires à l'hôtel et je me suis précipité à l'aéroport, confiant dans ma bonne étoile. J'ai dû attendre 2 heures et en attendant, j'ai appelé à Milan les éditions Garamond en PVC parce que je n'avais plus un sou. Gudrun a répondu, elle paraissait plus hébétée que d'habitude. J'ai dû lui crier 3 fois qu'elle dit « si, oui, yes », qu'elle acceptait l'appel. Elle pleurait. Diotalevy est mort samedi soir à minuit. Et aucun de ses amis à l'enterrement ce matin. Quelle honte! Pas même M. Garamond, qui d'après ce qu'on dit est en voyage à l'étranger. Moi, Grazia, Luciano, et un monsieur tout noir, la barbe, les favoris à frisotti, et un grand chapeau. Il avait l'air d'un croque-mort. Dieu seul sait d'où il venait. Mais où étiez-vous, Casaubon? Et où est Belbeau? Qu'est-ce qui se passe? J'ai murmuré des explications confuses et j'ai raccroché. On m'a appelé et je suis monté dans l'avion. Yesod. La théorie sociale de la conspiration. Le voyage m'a fait du bien. Non seulement j'avais quitté Paris, mais j'avais quitté le sous-sol et carrément le sol, la croûte terrestre. Ciel et montagnes encore blanches de neige. La solitude à 10 000 mètres et cette sensation d'ivresse que donne toujours le vol, la pressurisation, la traversée d'une légère turbulence. Je pensais que là-haut seulement je reprenais pied. Et j'ai décidé de faire le bilan de la situation, d'abord en récapitulant les différents points sur mon carnet, puis en me laissant aller, les yeux fermés. J'ai décidé d'énumérer avant tout les évidences irréfutables. Il est hors de doute que Diotalevy est mort. Gudrun me l'a dit. Gudrun est toujours restée en dehors de notre histoire, elle ne l'aurait pas comprise, et donc elle reste la seule à dire la vérité. Ensuite, il est vrai que Garamond n'était pas à Milan. Certes, il pourrait être n'importe où, mais le fait qu'il n'y soit pas, et il n'y était pas ces jours passés, laisse croire qu'il se trouve à Paris, où je l'ai vu. De même, Belbeau n'est pas à Milan. Maintenant, essayons de penser que ce que j'ai vu samedi soir à Saint-Martin-des-Champs est réellement arrivé. Peut-être pas comme je l'ai vu moi, séduit par la musique et par les encens, mais il s'est passé quelque chose. C'est comme l'histoire d'Amparo. Elle n'était pas certaine en rentrant chez elle qu'elle avait été possédée par la Pomba Gira, mais elle savait certainement qu'elle avait été sous la tente de Umbanda et qu'elle avait cru que, ou elle s'était comportée comme si, la Pomba Gira l'avait possédée. Enfin, ce que m'a dit Lia à la montagne est vrai. Sa lecture était absolument convaincante. Le message de Provins était une note des commissions. Il n'y a jamais eu de réunion de Templiers à la Grange Odine. Il n'y avait pas de plan et il n'y avait pas de message. La liste des commissions a été pour nous une grille de mots croisés aux cases encore vides mais sans définition. Il faut donc remplir les cases de manière que tout se croise dûment, mais sans doute l'exemple est-il imprécis. Dans les mots croisés, les mots se croisent et ils doivent se croiser sur une lettre commune. Dans notre jeu, ce n'étaient pas les mots qui se croisaient, mais des idées et des faits. Les règles étaient donc différentes, et il y en avait fondamentalement 3. Première règle, les idées se relient par analogie. Il n'y a pas de règle pour décider au départ si une analogie est bonne ou mauvaise, parce que n'importe quelle chose est semblable à n'importe quelle autre sous un certain rapport. Exemple, patate se croise avec pomme, parce que l'une et l'autre sont des végétaux aux formes arrondies. De pomme à serpent par connexion biblique. De serpent à gimblette, par similitude formelle, de gimblette à bouée de sauvetage, et de là à maillot de bain, du bain au rouleau, du rouleau au papier hygiénique, de l'hygiène à l'alcool, de l'alcool à la drogue à la seringue, de la seringue au trou, du trou à la terre, de la terre à la patate. Parfait. La deuxième règle dit en effet que si tout se tient, le jeu est valable. De patate à patate, tout se tient, c'est donc juste.
Troisième règle, les connexions ne doivent pas être inédites, dans le sens où elles doivent avoir déjà été posées au moins une fois, mieux encore si elles l'ont été de nombreuses fois par d'autres. C'est ainsi seulement que les croisements semblent vrais parce qu'ils sont évidents. Ce qui était en somme, disait le monsieur Garamond, les livres des diaboliques ne doivent pas innover, ils doivent répéter le déjà dit, sinon qu'en serait-il de la force de la tradition? C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons rien inventé, sauf la disposition des pièces. C'est ce qu'avait fait Ardenti, il n'avait rien inventé, sauf qu'il avait disposé les pièces de façon maladroite, sans compter qu'il était moins cultivé que nous et qu'il ne possédait pas toutes les pièces. Eux, ils avaient les pièces, mais pas la grille des mots croisés. Et puis nous, encore une fois, nous étions les plus forts. Je me rappelais une phrase que m'avait dite Lia à la montagne, quand elle me reprochait d'avoir joué à un vilain jeu. Les gens sont affamés de plans, si tu leur en offres un, ils se jettent dessus comme une meute de loups. Toi tu inventes et eux ils croient. Il ne faut pas susciter plus d'imaginaire qu'il y en a. Au fond, ça arrive toujours comme ça. Un jeune Hérostrate se ronge le sang parce qu'il ne sait pas comment devenir célèbre. Puis il voit un film où un garçon fragile tire un coup de feu sur la diva de la country music et crée l'événement du jour. Il a trouvé la formule, va et flingue John Lennon. C'est comme les ACA. Comment faire pour que je devienne un poète publié qui finit dans les encyclopédies? Garamond lui explique, c'est simple, tu banques. L'ACA n'y avait jamais pensé avant. Mais vu qu'existe le plan des éditions Manuzio, il s'y conforme. L'ACA est convaincu qu'il attendait les éditions Manuzio depuis son enfance, à part qu'il ignorait leur existence. Conséquence, nous avons inventé un plan inexistant et eux, non seulement ils l'ont pris pour argent comptant, mais ils se sont convaincus d'en faire partie depuis longtemps. Autrement dit, ils ont identifié les fragments de leur projet désordonnés et confus comme des moments de notre plan scandés selon une irréfutable logique de l'analogie, de l'apparence, du soupçon. Mais si, quand on invente un plan, les autres le réalisent. C'est comme si le plan existait, mieux. Désormais, il existe. À partir de ce moment, des bataillons de diaboliques parcourront le monde à la recherche de la carte. Nous avons offert une carte à des personnes qui cherchaient à vaincre une de leurs frustrations obscures. Laquelle? Le dernier film de Belbeau me l'avait suggéré. Il n'y aurait pas d'échec s'il y avait vraiment un plan. Défaite, mais par ta faute. Succomber devant un complot cosmique n'est pas une honte. Tu n'es pas un lâche, tu es un martyr. Tu ne te plains pas d'être mortel, la proie de 1000 micro-organismes que tu ne domines pas. Tu n'es pas responsable de tes pieds peu préhensiles, de la disparition de la queue, des cheveux et des dents qui n'en poussent pas, des neurones que tu sèmes chemin faisant, des veines qui se durcissent. Ce sont des anges envieux. Et il en va de même pour la vie de tous les jours. Comme les effondrements des cours de la bourse, ils ont lieu parce que chacun fait un faux mouvement, et tous les faux mouvements réunis créent la panique. Ensuite, ceux qui n'ont pas les nerfs solides se demandent « Mais qui a ourdi ce complot? À qui profite-t-il » Et gare, si tu ne trouves pas un ennemi qui est comploté, tu te sentirais coupable. En somme, puisque tu te sens coupable, tu inventes un complot, et même plusieurs. Et pour les contrer, tu dois organiser ton propre complot. Et plus tu imagines les complots d'autrui, pour justifier ton incompréhension, plus tu tombes sous leur charme et conçois le tien à leur mesure. En somme, ce qui était arrivé entre jésuites et baconiens, policiens et néo-templiers, chacun se renvoyait à la figure le plan de l'autre. Alors, Dieu Talévy avait observé, bien sûr, tu attribues aux autres ce que tu fais toi. Et comme tu fais une chose odieuse, les autres deviennent ton Dieu. Cependant, comme les autres voudraient à leur habitude précisément faire la chose odieuse que tu fais toi, ils collaborent avec toi, en laissant croire que oui, en réalité, ce que tu leur attribues, c'est ce qu'eux, ils ont toujours désiré. Dieu aveugle ceux qu'il veut perdre, il suffit de l'aider. Un complot, pour être un complot, doit être un secret. Il doit y avoir un secret, dont la connaissance nous ôtre toute frustration. Car, ou bien ce serait le secret qui nous mène au salut, ou bien la connaissance du secret s'identifierait au salut. Existe-t-il secret aussi lumineux? Certes, à condition de ne le connaître jamais. Dévoilé, il ne pourrait que nous décevoir. Abillier ne m'avait-il pas parlé de la tension vers le mystère qui agitait l'époque des Antonins? Et pourtant, il venait d'arriver quelqu'un qui s'était déclaré le Fils de Dieu qui se fait chair et rachète les péchés du monde. C'était un mystère de 4 sous, et il promettait le salut à tout le monde. Il suffisait d'aimer son prochain,
C'était un secret de rien du tout. Et il laissait en héritage que quiconque prononcerait les bonnes paroles au bon moment pouvait transformer un morceau de pain et un demi-verre de vin en chair et le sang du Fils de Dieu et s'en nourrir. C'était une énigme à jeter au panier. Et il induisait les pères de l'Église à conjecturer, puis à déclarer que Dieu était un et trin et que l'Esprit procédait du Père et du Fils, mais non pas le Fils du Père et de l'Esprit. C'était là une formulette pour inique. Et pourtant les autres, qui avaient désormais le salut à portée de main, do it yourself. Rien. La révélation, c'est que ça. Quelle banalité. Et allons-y, et de sillonner hystériques avec leur liburne toute la Méditerranée à la recherche d'un autre savoir perdu dont ces dogmes de 30 deniers ne seraient que le voile superficiel, la parabole pour les pauvres d'esprit, le hiéroglyphe allusif, le clin d'œil au pneumatique, le mystère trinitaire. Trop facile. Il doit y avoir anguille sous roche. Il était une fois un type, peut-être Rubinstein, qui avait répondu quand on lui demanda s'il croyait en Dieu. « Oh non, moi je crois en quelque chose de beaucoup plus grand. » Mais il y en avait un autre, peut-être Chesterton, qui avait dit « Depuis que les hommes ne croient plus en Dieu, ce n'est pas qu'ils ne croient plus en rien, ils croient en tout. » Tout n'est pas un secret plus grand. Il n'y a pas de secret plus grand, car à peine révélés, ils apparaissent petits. Il n'y a qu'un secret vide, un secret qui glisse, le secret de la plante orchis. C'est qu'elle représente les testicules et agit sur eux. Mais les testicules représentent à leur tour un signe zodiacal, celui-ci une hiérarchie angélique, celle-ci une gamme musicale, la gamme un rapport entre humeurs, et ainsi de suite. L'initiation, c'est apprendre à ne s'arrêter jamais. On épluche l'univers comme un oignon, et un oignon est tout épluchure. Figurons-nous un oignon infini, qui est son centre partout et sa circonférence nulle part, ou fait en anneau de Möbius. Le vrai initié, et celui qui sait que le plus puissant des secrets est un secret sans contenu, parce qu'aucun ennemi ne parviendra à le lui faire avouer, aucun fidèle ne parviendra à le lui dérober. À présent, elle m'apparaissait plus logique, conséquente, la dynamique du rythme nocturne devant le pendule. Belbo avait soutenu qu'il possédait un secret, et par là, il avait acquis un pouvoir sur eux. Leur impulsion, même de la part d'un homme aussi avisé qu'Aguillier, qui avait aussitôt battu le tam-tam pour convoquer tous les autres, a été de le lui soutirer. Et plus Belbo se refusait à le révéler, plus eux pensaient que le secret était grand, et plus lui jurait de ne pas le posséder, plus ils étaient convaincus qu'il le possédait, et que c'était un vrai secret, parce que s'il avait été faux, Belbo l'aurait révélé. Pendant des siècles, la recherche de ce secret avait été le ciment qui les avait assemblés, fût-ce au milieu des excommunications, des luttes intestines, des coups de main. Maintenant, ils étaient en passe de le connaître. Et ils ont été saisis de deux terreurs. Que le secret fût décevant, et que, devenant connu de tous, il ne restât plus aucun secret. C'était leur fin. C'est précisément alors qu'Aguillier a eu l'intuition que si Belbo avait parlé, tous auraient su, et lui, Aguillier, il aurait perdu la vague aura qui lui conférait charisme et pouvoir. Si Belbo s'était confié à lui seulement, Aguillier aurait continué d'être Saint-Germain, immortel. Le sursis accordé à sa mort coïncidait avec le sursis accordé au secret. Il a tenté d'induire Belbo à lui parler à l'oreille, et quand il a compris que ce ne serait pas possible, il l'a provoqué en prônant sa reddition, mais plus encore en lui donnant un spectacle de fatuité. Oh, il le connaissait bien, le vieux comte. Il savait que sur des gens de ces régions, l'entêtement et le sens du ridicule l'emportent même sur la peur. Il l'a obligé à monter le ton du défi et à dire non de façon définitive. Et les autres, pour la même crainte, ont préféré le tuer. Ils perdaient la carte. Ils auraient des siècles pour la chercher encore, mais ils sauvaient la fraîcheur de leurs désirs décrépits et baveux. Je me souviens d'une histoire qu'elle m'avait racontée en Paro. Avant de venir en Italie, elle avait vécu quelques mois à New York, et elle était allée habiter un quartier de ceux où, à la limite, on tourne des téléfilms sur la criminelle. Elle rentrait seule à 2h du matin. Et quand je lui avais demandé si elle n'avait pas peur des maniaques sexuels, elle m'avait raconté sa méthode.
À peine le maniaque s'approchait en se manifestant pour tel, elle me prenait par le bras et lui disait « Alors, allons nous coucher ?» et l'autre détalait déconcerté. Si tu es un maniaque du sexe tu n'en veux pas, tu veux le désirer, au mieux le dérober, mais si possible à l'insu de la victime. Si on te met devant le sexe et qu'on te dise « Hic rodon, hic salta », il est normal que tu décampes, sinon tu serais un bien curieux maniaque. Et nous sommes allés chatouiller leurs envies, leur offrir un secret on ne peut plus vide, parce que non seulement nous ne le connaissions pas nous-mêmes, mais de surcroît, nous savions qu'il était faux. L'avion survolait le Mont Blanc et les voyageurs se jetaient tous ensemble du même côté pour ne pas perdre la révélation de cet obtus bubon poussé là du fait d'une dystonie des courants souterrains. Je pensais que si ce que j'étais en train de penser était juste, alors peut-être les courants n'existaient-ils pas davantage que n'avait existé le message de Provins. Mais l'histoire du déchiffrement du plan tel que nous l'avions reconstitué n'était rien d'autre que l'histoire. Il me revenait en mémoire le dernier fil de Belbo. Mais alors, si l'être est si vide et si fragile qu'il ne puisse se soutenir que sur l'illusion de ceux qui cherchent son secret, vraiment, comme disait Amparo le soir dans la tente, après sa défaite, alors il n'est pas de rédemption. Nous sommes tous des esclaves. Donnez-nous un maître, nous le méritons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Lia m'a appris qu'il y a autre chose, et j'en ai la preuve. Il s'appelle Giulio, et en ce moment il joue dans une vallée, et tire la queue d'une chèvre. Ce n'est pas possible parce que Belbo a dit 2 fois non. Le premier non, il l'a dit à Aboulafia. Et à qui aurait tenté d'en violer le secret? Tu as le mot de passe, était la question. Et la réponse, la clé du savoir était non. Il y a quelque chose de vrai. Et c'est que non seulement le mot magique n'existe pas, mais nous ne le savons même pas. Pourtant, qui serait l'admettre peut savoir quelque chose, au moins ce que j'ai pu savoir moi. Le second nom, il l'a dit dans la nuit du samedi en refusant la planche de salut qu'on lui tendait. Il aurait pu inventer une carte quelconque, citer une de celles que je lui avais indiquées, ou si bien avec le pendule suspendu de la sorte, cette bande de forcenés n'aurait jamais identifié l'Ombilicus Mundi, et quand bien même ils auraient perdu une autre décennie pour comprendre que ça n'était pas lui. Eh bien non. Il n'a pas voulu se plier, il a préféré mourir. Non qu'il n'ait voulu se plier aux routes du pouvoir, il n'a pas voulu se plier au non-sens. En somme, d'une certaine façon, il savait que pour fragile que soit l'être, pour infini et sans but que soit notre interrogation du monde, il existe quelque chose qui a plus de sens que le reste. De quoi Belbo avait-il eu l'intuition? Peut-être à ce moment-là seulement, pour lui permettre de contredire son dernier fil désespéré et de ne pas déléguer son destin à qui lui garantissait n'importe quel plan. Qu'avait-il compris, enfin, qui lui permettait de jouer sa vie comme si tout ce qu'il devait savoir, il lui découvrait depuis bon temps, sans qu'il s'en fût aperçu jusqu'alors, et comme si, devant son unique, vrai, absolu secret, tout ce qui se passait dans le conservatoire fut irrémédiablement stupide, et stupide fut à ce point-là de s'obstiner à vivre. Il me manquait quelque chose, un anneau de la chaîne. Il me semblait désormais connaître tous les gestes de Belbo, de la vie à la mort, sauf une. À l'arrivée, en cherchant mon passeport, j'ai retrouvé dans ma poche la clé de cette maison. Je l'avais prise le jeudi précédent avec celle de l'appartement de Belbo. Je me suis souvenu du jour où Belbo avait montré la vieille armoire qui devait renfermer, disait-il, son opéra omnia, autrement dit, ses Juvenilia. Peut-être Belbo avait-il écrit quelque chose qui ne pouvait pas se trouver dans Aboulafia, et ce quelque chose était-il enseveli ici. Il n'y avait rien de raisonnable dans ma conjecture. Bonne raison, me suis-je dit, pour la considérer comme bonne, au point où j'en étais. Je suis allé récupérer ma voiture et je suis venu ici. Je n'ai même pas trouvé la vieille parente, ou gardienne, peu importe, des canepas que nous avions vues à l'époque. Peut-être est-elle morte, elle aussi, entre-temps. Il n'y a personne ici. J'ai traversé les différentes pièces, il y a une odeur d'humidité. J'avais même pensé allumer le moine dans l'une des chambres. Mais ça n'a pas de sens de réchauffer son lit en juin. À peine on ouvre les fenêtres, entre l'air tiède du soir. Sitôt après le coucher du soleil, il n'y avait pas de lune, comme à Paris dans la nuit du samedi. Elle s'est levée très tard, j'en vois le peu qu'il y a, moins qu'à Paris,
maintenant qu'elle se lève avec lenteur au-dessus des collines les plus basses, dans une dépression entre le Bricot et une autre gibbosité jaunâtre, peut-être déjà moissonnée. Je crois être arrivé ici vers les 6 heures du soir. Il faisait encore clair. Je n'avais rien apporté à manger, et puis, en errant au hasard, je suis entré dans les cuisines et j'ai trouvé un saucisson suspendu à une poutre. J'ai dîné au saucisson et à l'eau fraîche. Je crois qu'il était autour de 10 heures. À présent, j'ai soif. Je suis monté ici dans le bureau de l'oncle Carlo avec une grande carafe d'eau et j'en avale toutes les 10 minutes. Puis je descends, la remplir commence. Il devait être 3 heures à présent. Mais la lumière est éteinte et j'ai du mal à lire l'heure à ma montre. Je réfléchis en regardant par la fenêtre. Il y a comme des lucioles, des étoiles filantes sur les flancs des collines. De rares voitures qui passent, descendent en aval, montent vers les petits villages perchés sur les sommets. Quand Belbo était un garçonnet, il ne devait pas y avoir ces visions. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas ces routes. La nuit, c'était le couvre-feu. J'ai ouvert l'armoire de Juvénier, aussitôt arrivé. Des étagères et des étagères de papier. Depuis les devoirs scolaires des classes élémentaires jusqu'à des liasses et des liasses de feuillets, poésie et prose de l'adolescence. Adolescents, on a tous écrit les poésies. Ensuite, les vrais poètes les ont détruites et les mauvais poètes les ont publiées. Belbo était trop désabusé pour les sauver, trop désarmé pour les détruire. Il les a ensevelis dans l'armoire de l'oncle Carlo. J'ai lu pendant plusieurs heures, et pendant d'autres longues heures, jusqu'à cet instant, j'ai médité sur le dernier texte que j'ai trouvé lorsque j'étais à 2 doigts de renoncer. Je ne sais pas quand Belbo l'a écrit, ce sont des feuillets et des feuillets où se croisent dans les interlignes des calligraphies différentes, ou plutôt la même calligraphie en des temps différents. Comme s'il l'avait écrit très tôt, autour de 16 ou 17 ans, puis il avait mis de côté, était revenu dessus autour de 20, et puis de nouveau à 30 et peut-être encore après. Jusqu'au moment où il doit avoir renoncé à écrire, sauf à recommencer avec Aboulafia, mais sans oser récupérer ses lignes et les soumettre à l'humiliation électronique. À le lire, on a l'impression de suivre une histoire bien connue. Les vicissitudes d'ici, entre 1943 et 1945, l'oncle Carlo, les partisans, l'oratoire, Cécilia, la trompette. Je connais le prologue, c'était les thèmes obsédants du Belbo tendre, ivrogne, déçu et de lent. Il le savait lui aussi que la littérature de la mémoire est le dernier refuge de la canaille. Mais moi je ne suis pas un critique littéraire. Je suis une fois de plus Sam Spade qui cherche la dernière piste. Et j'ai ainsi retrouvé le texte clé. Il représente probablement le dernier chapitre de l'histoire de Belbo ici. Plus rien n'a pu arriver après. On mit le feu à la guirlande de la trompette. Le texte a des vides, des superpositions des failles, des bifures, fourbis, fibrilles. On voit que je suis à peine revenu de Paris, plutôt que le relire, je le revis. Ça devait être vers la fin avril de l'année 1945. Les armées allemandes étaient désormais en déroute. Pour les fascistes, c'était la débandade. En tout cas, ce village se trouvait déjà et définitivement sous le contrôle des partisans. Après la dernière bataille, celle que Jacopo nous avait racontée justement dans cette maison, il y a presque 2 ans, diverses brigades de partisans s'étaient donné rendez-vous ici pour piquer ensuite droit sur la ville. Ils attendaient un signal de Radio Londres. Ils se mettraient en branle quand Milan aussi serait prête pour l'insurrection. Les partisans des formations garibaldiennes étaient arrivés aussi, commandés par Rass, un géant à la barbe noire, très populaire dans le coin. Ils étaient habillés avec des uniformes de fantaisie, tous différents les uns des autres, sauf le foulard et l'étoile sur la poitrine, tous deux rouges, et ils étaient armés au petit bonheur la chance, qui avec un vieux mousquet, qui avec une mitraillette arrachée à l'ennemi. Ils faisaient contraste avec les brigades badogliennes au foulard bleu, uniforme kaki, semblables à ceux des Anglais, et les flambants neufs fusils mitrailleurs Sten. Les Alliés aidaient les badogliens avec de généreux largages de parachutes dans la nuit, après qu'était passé, comme ils le faisaient désormais depuis 2 ans tous les soirs à 11 h, le mystérieux Pipetto, l'avion de reconnaissance anglais dont personne ne comprenait ce qu'il pouvait reconnaître, étant donné qu'on ne voyait aucune lumière sur des kilomètres et des kilomètres. Il y avait des tensions entre garibaldiens et badogliens. On racontait que le soir de la bataille, les badogliens s'étaient rués sur l'ennemi au cri de « Aventi Savoia !» Mais certains d'entre eux disaient que c'était la force de l'habitude.
Qu'est-ce que tu veux crier en allant à l'assaut? Ça ne voulait pas dire qu'ils étaient nécessairement des monarchistes. Ils savaient eux aussi que le roi avait le grand tort. Les garibaldiens ricanaient. On peut crier Savoya quand on donne l'assaut à la baïonnette sur un champ de bataille, mais pas en se jetant derrière un angle mort avec son stem. C'est ce qu'il s'était vendu aux Anglais. On parvint pourtant à un modus vivendi. Il fallait un commandement unifié pour l'attaque de la ville. Et le choix était tombé sur Terzi, qui commandait la brigade la mieux équipée, était le plus ancien, avait fait la Grande Guerre, était un héros et jouissait de la confiance du commandement allié. Les jours suivants, avec un peu d'avance, je crois, sur l'insurrection de Milan, ils étaient partis pour s'emparer de la ville. De bonnes nouvelles étaient arrivées. L'opération avait réussi, les brigades revenaient victorieuses, mais il y avait eu des morts. Selon les rumeurs, Arras était tombé au combat et Terzi était blessé. Puis, un après-midi, on avait entendu les bruits des véhicules automobiles, des chants de victoire. Les gens avaient couru sur la Grand Place. Par la route nationale arrivaient les premiers contingents, poings levés, drapeaux, tout un grouillement d'armes aux portières des voitures ou sur les marchepieds des camions. Le long de la route, on avait déjà couvert les partisans de fleurs. Soudain, quelqu'un avait crié « Race, race !» Et Race était là, accroupi sur le garde-boue antérieur d'une Dodge, la barbe ébouriffée et des touffes de poils noirs couvertes de sueur qui sortaient de sa chemise ouverte sur sa poitrine, et il saluait la foule en riant. À côté de Race, Rampini aussi était descendu du Dodge. Un garçon myope, un peu plus âgé que les autres, qui jouait dans la fanfare et avait disparu depuis 3 mois. On disait qu'il s'était joint aux partisans. Et en effet, le voici là, avec le foulard rouge au cou, le blouson kaki, une paire de pantalons bleus. C'était l'uniforme de la fanfare de Don Tico. Mais lui, il avait maintenant un ceinturon avec l'étui et son pistolet dedans. Derrière ses lunettes épaisses, qui lui avaient valu tant de railleries de la part de ses vieux camarades de l'oratoire, il regardait à présent les filles qui se pressaient à ses côtés comme s'il était Flash Gordon. Jacopo se demandait si par hasard Cecilia se trouvait là, parmi ces gens. En l'espace d'une demi-heure, la place fut colorée de partisans et la foule appela Terzi à grands cris, et elle voulait un discours. À un balcon de la mairie, Terzi était apparu, appuyé sur sa béquille, pâle, et de la main il avait tenté de calmer la foule. Jacopo attendait le discours parce que toute son enfance, comme celle des jeunes de son âge, avait été marquée par de grands et historiques discours du Duce, dont on apprenait par cœur les citations les plus significatives à l'école, c'est-à-dire qu'on apprenait tout par cœur, car chaque phrase était une citation significative. Le silence revenu, Terzi avait parlé, d'une voix rauque, qu'on entendait à peine. Il avait dit « Citoyens, mes amis, après tant de douloureux sacrifices, nous voici là, gloire aux morts pour la liberté. » Et ce fut tout, il était rentré. Cependant, la foule criait, et les partisans brandissaient leurs mitraillettes, leurs stèles, leurs mousquets, leurs vieux fusils 91, et ils tiraient des rafales de fête avec les douilles qui tombaient tout autour d'eux, et les gamins qui se glissaient entre les jambes des hommes armés et des civils, parce qu'il n'en ferait plus une récolte pareille, avec le risque que la guerre prenne fin dans un mois. Mais il y avait eu des morts. Par un hasard atroce, tous les deux de San Davide, un village en amont de celui-ci, et les familles ont demandé la sépulture dans le petit cimetière local. Le commandement des partisans avait décidé que ce devaient être des funérailles solennelles, compagnie en formation, chars funèbres décorés, orphéons de la municipalité, père prévôt de la cathédrale et la fanfare de l'oratoire. Don Tico avait tout de suite accepté. D'abord, disait-il, parce qu'il avait toujours été de sentiments antifascistes. Ensuite, comme murmuraient les musiciens, parce que depuis 1 an, il faisait étudier en guise d'exercice 2 marches funèbres qu'il devait bien un jour ou l'autre faire exécuter. Et enfin, disaient les mauvaises langues du coin, pour faire oublier Giovinezza, l'hymne fasciste. L'histoire de Giovinezza s'était passée comme ça. Des mois avant que n'arrivent les partisans, la fanfare de Don Tico, de sortie pour je ne sais quelle fête patronale, avait été arrêtée par les brigades noires. « Jouez Giovinezza, mon révérend », lui avait commandé le capitaine en tambourinant de ses doigts sur le canon de sa mitraillette. Que faire? Comme il apprendrait à dire par la suite. Don Tico avait dit « Les gars, essayons. La peau, c'est la peau. » Il avait donné la mesure avec sa clé et l'innombre amassis de cacophoneux avait traversé le village en jouant quelque chose où seul l'espoir le plus forcené de revanche sur l'honneur militaire perdu aurait permis de reconnaître Giovinezza. Une honte pour tous. Pour avoir cédé, disait après Don Tico, mais surtout pour avoir joué comme des salopios.
Prêtre, oui, et antifasciste, mais avant tout, l'art pour l'art. C'est un jour où Jacopo n'était pas là, il souffrait d'une amygdalite. Il n'y avait qu'Annibale Cantalamessa et Piombo, et rien que leur présence doit avoir radicalement contribué à l'écroulement du nazifascisme. Mais pour Belbo, le problème était ailleurs, du moins au moment où il en écrivait. Il avait raté une autre occasion de savoir s'il aurait su dire non. C'est peut-être pour cela qu'il était mort pendu au pendule. Bref, on avait fixé les funérailles pour le dimanche matin. Sur la place de l'église, tout le monde était là, Terzi avec ses troupes, l'oncle Carlo et certains notables de la commune, avec leur décoration de la Grande Guerre. Peu importait de savoir qui avait été fasciste et qui non. Il s'agissait d'honorer les héros. Et il y avait le clergé, l'orphéon de la municipalité en habit sombre, et les chars avec les chevaux uniformément caparaçonnés de blanc crème, argent et noir. L'automédon était vêtu comme un maréchal de Napoléon, bicorne, cape et capote, de même couleur que le harnachement des chevaux. Et il y avait la fanfare de l'oratoire, casquette, blouson kaki et pantalon bleu, brillante de cuivre, noire de bois et scintillante de cymbales et de grosses caisses. Entre le village et San Davide, il y avait 5 ou 6 kilomètres de tournant en montée. Des kilomètres que les retraités, le dimanche après-midi, parcouraient en jouant aux boules. Une partie, un arrêt, quelques fiasques de vin, une deuxième partie, et ainsi de suite, jusqu'au sanctuaire, au sommet. Quelques kilomètres de montée ne sont rien pour qui joue aux boules, et peut-être n'est-ce rien de les parcourir en formation, les armes sur l'épaule, le regard tendu, en respirant l'air frais du printemps. Mais il faut essayer de les couvrir en jouant d'un instrument, les joues gonflées, la sueur qui perd la grosse goutte, le souffle qui vous abandonne. L'orphéon de la mairie ne faisait rien d'autre depuis une génération, mais pour les gars de l'oratoire, ça avait été une épreuve. Ils avaient tenu en héros. Don Tico battait sa clé en l'air, les clarinettes glapissaient, épuisées, les saxophones bêlaient, asphyxiés. Le bugle et les trompettes lançaient les sonneries d'agonie. Mais ils y étaient arrivés, jusqu'au petit village, jusqu'au pied de la côte qui menait au cimetière. Depuis longtemps, Annibale Cantalamessa et Piombo faisaient seulement semblant de jouer, mais Jacopo avait assumé son rôle de chien de berger sous l'œil bénissant de Don Tico. En comparaison de l'orphéon municipal, il n'avait pas fait piètre figure. C'est ce qu'avaient dit aussi Terzi et les autres commandants des brigades. Bravo les gars, ça a été vraiment superbe. Un commandant, avec le foulard bleu et un arc-en-ciel de ruban des 2 guerres mondiales, avait dit « Mon révérend, laissez souffler les petits gars au village. Ils n'en peuvent plus. Montez après, à la fin. Il y aura une fourgonnette qui vous reconduira au village. » Ils s'étaient précipités dans la gargote, et ceux de l'orphéon, vieux gus rendu coriace par d'innombrables funérailles, sans retenue aucune, s'étaient jetés sur les tables en ordonnant tripes et vin à volonté. Il resterait à faire ribote jusqu'au soir. Les gars de Don Tico s'étaient par contre pressés contre le comptoir où le patron servait des sorbets à la menthe, vert comme une expérience unique. La glace coulait d'un seul coup dans la gorge et faisait venir un pincement douloureux au milieu du front, telle une sinusite. Ensuite, ils étaient remontés vers le cimetière où attendait une camionnette. Ils étaient montés en criant et se trouvaient maintenant tous entassés, tous debout, se heurtant avec leurs instruments, quand était sorti du cimetière le même commandant et il avait dit « Mon révérend, pour la cérémonie finale, nous avons besoin d'une trompette, vous savez, pour les sonneries rituelles, une affaire de 5 minutes. » Trompette, avait dit Don Tico professionnel. Et le malheureux titulaire du privilège, suant le sorbet vert et aspirant au repas familial, indolent campagnard imperméable à tout frémissement esthétique et à toute solidarité d'idées, avait commencé à se plaindre qu'il était tard, que lui voulait revenir à la maison, qu'il n'avait plus de salive, etc., mettant dans l'embarras Don Tico, plus de honte devant le commandant. C'est alors que Jacopo, entrevoyant dans la gloire de midi l'image suave de Cecilia, avait dit « Si lui me donne sa trompette, moi j'y vais. » Lumière de reconnaissance dans les yeux de Don Tico. Soulagement sué du sordide trompette titulaire. Échange des instruments comme 2 sentinelles. Et Jacopo s'était avancé dans le cimetière, guidé par le psychopompe au ruban d'Addis Abeba. Tout autour était blanc. Le mur battu par le soleil, les tombes, la floraison des arbres de clôture, le surplis du prévôt prêt à bénir, sauf le marron fameux des photos sur les pierres tombales. Et la grande tache de couleur faite par le peloton rangé devant les 2 fosses. « Mon gars, avait dit le chef, toi, tu te places ici à côté de moi, et au commandement, tu sonnes le garde à vous, et puis, au commandement, le repos. C'est facile, non ?
Très facile, à part que Jacopo n'avait jamais sonné ni le garde à la ni le repos. Il tenait la trompette de son bras droit replié sous ses côtes, la pointe légèrement en bas comme on fait avec une carabine, et il avait attendu, tête haute, ventre rentré, poitrine sortie. Terzi était en train de prononcer un discours sec à phrases très courtes. Jacopo pensait que pour émettre la sonnerie, il faudrait lever les yeux au ciel et que le soleil l'aveuglerait. Mais ainsi meurt un trompette, et vu qu'on ne meurt qu'une fois, autant valait le faire bien. Puis, le commandant lui avait murmuré « À présent !» et il avait commencé à crier « Garde à vous !» Et Jacopo ne savait pas comment on sonne un garde à vous. La structure mélodique devait bien être plus complexe, mais à cet instant, il n'avait été capable que de sonner do, mi, sol, do. Et à ces rudes hommes de guerre, cela paraissait suffire. Le do final, il le lança après avoir repris son souffle, de façon à le tenir longtemps, pour lui donner le temps, écrivait Belbo, d'atteindre le soleil. Les partisans étaient raides, au garde à vous, les vivants immobiles comme les morts. Seuls se déplaçaient les fossoyeurs, on entendait le raclement des cercueils qui descendaient dans les fosses et le déroulement des cordes remontées alors qu'elles frottaient contre le bois. Mais c'était un mouvement faible, comme le frémissement d'un reflet sur une sphère, où cette légère variation de lumière sert seulement à dire que dans la sphère, rien ne s'écoule. Ensuite, le bruit abstrait d'un présenté arme. Le prévôt avait murmuré les formules de l'aspersion. Les commandants s'étaient approchés des fosses et ils avaient jeté chacun une poignée de terre. Et c'est alors qu'un ordre subit avait déchaîné une salve vers le ciel. Ta-ta-ta-ta, poum, avec les petits oiseaux qui s'élevaient en piaillant des arbres en fleurs. Mais cela non plus n'était pas un mouvement, c'était comme si toujours le même instant se présentait sous des perspectives différentes. Et regarder un instant pour toujours ne veut pas dire le regarder pendant que le temps passe. Raison pourquoi Jacopo était resté immobile, insensible même à la chute des douilles qui roulaient entre ses pieds, et il n'avait pas remis la trompette à son côté. Mais il la tenait encore à sa bouche, les doigts sur les pistons, raides, au garde à vous, l'instrument pointé en diagonale vers le haut, il était encore en train de sonner. Sa très longue note finale ne s'était jamais interrompue, imperceptible aux assistants. Elle sortait encore du pavillon de la trompette tel un souffle léger, une bouffée d'air qu'il continuait à insuffler dans l'embouchure en tenant la langue entre ses lèvres à peine ouvertes, sans les presser sur la ventouse du laiton. L'instrument demeurait tendu en avant sans s'appuyer au visage, par pure tension des coudes et des épaules. Jacopo continuait à émettre cette illusion de note parce qu'il sentait qu'en ce moment-là, il dévidait un fil qui bridait le soleil. L'astre s'était bloqué dans sa course. Il s'était fixé dans un midi qui aurait pu durer une éternité. Et tout dépendait de Jacopo. Il lui suffisait d'interrompre ce contact, de lâcher le fil, et le soleil aurait rebondi moins, comme un petit ballon. Et avec le jour et l'événement de ce jour, cette action sans phase, cette séquence sans avant, sans après, qui se déroulait immobile pour la seule raison qu'il était ainsi en son pouvoir de vouloir et de faire. S'il s'était arrêté pour souffler l'attaque d'une nouvelle note, on aurait entendu comme un déchirement, bien plus retentissant que les salves qui l'assourdissaient, et les horloges se seraient remises à palpiter, tachycardiques. Jacopo désirait de toute son âme que l'homme à côté de lui ne commandât pas le repos. Je pourrais m'y refuser, se disait-il, et il resterait ainsi à jamais. Fais durer ton souffle tant que tu peux. Je crois qu'il était entré dans cet état d'engourdissement et de vertige qui s'empare du plongeur lorsqu'il tente de ne pas remonter à la surface et veut prolonger l'inertie qui le fait glisser sur le fond. À telle enseigne que pour chercher à exprimer ce qu'il ressentait alors, les phrases du cahier que je lisais maintenant se brisaient, asyntaxiques, mutilées par des points de suspension rachitiques d'ellipse. Mais il était clair qu'à ce moment-là, non, il ne s'exprimait pas ainsi, mais c'était clair, à ce moment-là, il possédait Cecilia. C'est qu'à cette époque, Jacopo Belbo ne pouvait avoir compris, et il ne comprendrait pas encore tandis qu'il écrivait ignorant lui-même, qu'il était en train de célébrer une fois pour toutes ses noces chimiques avec Cecilia, avec Lorenza, avec Sofia, avec la terre et avec le ciel. Peut-être le seul d'entre les mortels à porter enfin à son terme le grand œuvre. Personne ne lui avait encore dit que le Graal est une coupe, mais aussi une lance, et que sa trompette levée en calice était en même temps une arme, un instrument de très douce domination qui lançait ses flèches vers le ciel et réunissait la terre avec le pôle mystique.
avec l'unique point immobile que l'univers eût jamais eu, avec ce qu'il faisait être, pour ce seul instant, grâce à son souffle. Dieu Palévi ne lui avait pas encore dit qu'on peut être en Yésod, la séphira du fondement, le signe de l'alliance de l'arc supérieur, qui se tend pour envoyer les flèches à la mesure de Malkout, qui est sa cible. Yésod est la goutte qui jaillit de la flèche pour produire l'arbre et le fruit. C'est l'anima mundi, parce qu'elle est le moment où la force virile, en procréant, lie entre tous les états de l'être. Savoir filer ce singulum veneris signifie remédier à l'erreur du démiurge. Comment peut-on passer une vie à chercher l'occasion sans s'apercevoir que le moment décisif, celui qui justifie la naissance et la mort, est déjà passé? Il n'en revient pas, mais il a été irréversiblement plein, resplendissant, généreux comme toute révélation. Ce jour-là, Jacopo Belbo avait fixé la vérité dans les yeux, la seule et unique qui lui serait permise. Car la vérité qu'il apprenait, c'est que la vérité est très brève. Après, elle n'est que commentaire. C'est pourquoi il tentait de dompter l'impatience du temps. Il ne l'avait pas compris à l'époque, certainement, et non plus quand il en écrivait ou quand il décidait de n'en plus écrire. Pour ma part, je l'ai compris ce soir. Il faut que l'auteur meure pour que le lecteur s'aperçoive de sa vérité. L'obsession du pendule qui devait accompagner Jacopo Belbo durant toute sa vie adulte avait été, comme les adresses perdues dans les rêves, l'image de cet autre moment enregistré et puis refoulé où il avait vraiment touché la voûte du monde. Et cela, le moment où il avait gelé l'espace et le temps en décochant sa flèche de Zénon, n'avait pas été un signe, un symptôme, une allusion, une figure, une signature, une énigme. C'était ce qui était et qui ne remplaçait rien d'autre, le moment où il n'est plus de sursis, où les comptes s'égalisent. Jacopo Belbo n'avait pas compris qu'il avait eu son moment, qui aurait dû lui suffire pour toute sa vie. Il ne l'avait pas reconnu, il avait passé le reste de ses jours à chercher autre chose jusqu'à se damner. Ou peut-être en avait-il eu le soupçon, autrement il ne serait pas revenu aussi souvent sur le souvenir de la trompette. Mais il se la rappelait comme perdue. En revanche, il l'avait eue. Je crois, j'espère, je prie qu'à l'instant où il mourait en oscillant avec le pendule, Jacopo Belbo l'a compris et qu'il a trouvé la paix. Puis avait été commandé le repos. Il aurait cédé quoi qu'il en fût, car le souffle lui manquait. Il avait interrompu le contact et sonné une seule note haute et à l'intensité décroissante, tendrement, pour habituer le monde à la mélancolie qui l'attendait. Le commandant avait dit « Bravo jeune homme, tu peux partir, belle trompette ». Le prévôt s'était esquivé, les partisans s'étaient dirigés vers une grille du fond où les attendait leurs véhicules. Les fossoyeurs s'en étaient allés après avoir comblé les fosses. Jacopo était sorti le dernier et n'arrivait pas à quitter ce lieu de bonheur. Sur l'esplanade, la camionnette de l'oratoire avait disparu. Jacopo s'était demandé comment ça se faisait, Don Tico n'aurait jamais abandonné comme ça. Avec le recul du temps, la réponse la plus probable, c'est qu'il y avait eu malentendu. Quelqu'un avait dit à Don Tico que les partisans reconduisaient le petit gars dans la vallée. Mais Jacopo, à ce moment-là, avait pensé, et non sans raison, qu'entre le garde à vous et le repos, 30 siècles s'étaient écoulés. Que les enfants avaient attendu jusqu'à la canicie, à la mort, et que leur poussière s'était dispersée pour former ce voile de brume qui maintenant azurait l'étendue des collines devant ses yeux. Jacopo était seul. Derrière lui un cimetière désormais vide, dans ses mains la trompette, en face de lui les collines qui s'estompaient de plus en plus bleues, l'une derrière l'autre vers la gelée de coin de l'infini, et vindicatif sur sa tête, le soleil en liberté. Il avait décidé de pleurer. Mais soudain était apparu le char funèbre avec son automédon paré comme un maréchal d'empire, tout crème, noir et argent, les chevaux bardés de masques barbares qui ne laissaient découverts que les yeux, caparaçonnés comme des cercueils, les colonnettes torses qui soutenaient le tympan assyro-égypto-grec tout blanc et or. L'homme aux bicornes s'était arrêté un instant devant ce trompette solitaire et Jacopo lui avait demandé « Pourriez pas me ramener à la maison ?» L'homme était bienveillant. Jacopo était monté sur le siège à côté de lui. Et sur le char des morts avait commencé le retour vers le monde des vivants. Ce charron, qui n'était pas en service, éprenait taciturne ses coursiers funèbres le long des escarpements,
Jacopo droit et hiératique, la trompette serrée sous son bras, la visière luisante, pénétrée de son nouveau rôle, inespéré. Ils avaient descendu les collines. À chaque tournant s'ouvrait une nouvelle étendue de vignes bleues de sulfate, toujours dans une lumière qui aveuglait. Et, après un temps incalculable, ils avaient abouti au village. Ils avaient traversé la Grand Place, tout en arcade, déserte, comme seules peuvent être désertes les places du Montferrat à 2h de l'après-midi un dimanche. Un camarade d'école au coin de la Grand Place avait aperçu Jacopo sur le char, la trompette sous le bras, l'œil fixé sur l'infini, et il lui avait fait un signe d'admiration. Jacopo était rentré. Il n'avait pas voulu manger, ni rien raconter. Il s'était blotti dans un coin de la terrasse et mis à jouer de la trompette, comme si elle avait une sourdine, en soufflant doucement pour ne pas troubler le silence de cette sieste-là. Son père l'avait rejoint, et sans méchanceté, avec la sérénité de celui qui connaît les lois de la vie, il lui avait dit « D'ici un mois, si tout se passe comme prévu, on retourne à la maison. Tu ne peux pas songer à jouer de la trompette en ville, le propriétaire nous mettrait à la porte, donc commence par l'oublier. Si vraiment tu as un penchant pour la musique, nous te ferons donner des leçons de piano. » Et puis, le voyant avec les yeux qui luisaient, « Allons, grand bêtard, tu te rends compte que les vilains jours sont finis ?» Le lendemain, Jacopo avait rendu la trompette à Don Tico. 2 semaines plus tard, la famille abandonnait le village, revenant au futur. Malkout. Mais le mal est qu'il tienne pour certains d'être dans la lumière. Je devrais être en paix. J'ai compris. Certains d'entre eux ne disent-ils pas que le salut vient quand c'est réalisé la plénitude de la connaissance? J'ai compris, je devrais être en paix. Qui disait que la paix naît de la contemplation de l'ordre compris, savouré, réalisé sans résidu, joie, triomphe, cessation de l'effort? Tout est clair, limpide, et l'œil se pose sur le tout et sur les parties, et il voit comment les parties concouraient au tout. Il saisit le centre d'où coule la sève, le souffle, la racine des pourquoi. Je devrais être exténué par la paix. Par la fenêtre du bureau de l'oncle Carlo, je regarde la colline et ce peu de lune qui se lève. L'ample bosse du Bricot, la dorsale plus modulée des collines sur le fond, raconte l'histoire de longs et sommeilleux bouleversements de notre mère la Terre, qui, en s'étirant et en bâillant, faisait et défaisait les plaines céruléennes dans le sombre éclair de 100 volcans. Nulle direction profonde des courants souterrains. La Terre se clivait dans son demi-sommeil et échangeait une surface avec une autre. Là où d'abord paissaient les ammonites, des diamants. Là où d'abord germaient les diamants, des vignes. La logique de la moraine, de l'avalanche, de l'éboulement. Déplace un petit caillou par hasard. Il s'agite, roule vers le bas, laisse de l'espace en descendant, et l'aurore vacouée. Un autre lui tombe dessus, et voilà l'eau. Surface. Surface de surface sur les surfaces, la sagesse de la terre et de l'IA. L'abîme est le tourbillon d'une plaine. Pourquoi adorer un tourbillon? Mais pourquoi comprendre ne me donne pas la paix? Pourquoi aimer le fatum, s'il te tue autant que la providence et que le complot des archontes? Sans doute n'ai-je pas encore tout compris, il me manque un espace, un intervalle. Où ai-je lu qu'au moment final, quand la vie, surface sur surface, est incrustée d'expérience, tu sais tout, le secret, le pouvoir et la gloire, pourquoi tu es né, pourquoi tu es en train de mourir, et comment tout aurait pu se passer différemment. Tu es sage. Mais la sagesse suprême à ce moment-là, c'est de savoir que tu l'as su trop tard. On comprend tout quand il n'y a plus rien à comprendre. À présent, je sais quelle est la loi du royaume, du pauvre, désespéré Locteux Malkout, où s'est exilée la sagesse, allant à tâtons pour retrouver sa propre lucidité perdue. La vérité de Malkout, l'unique vérité qui brille dans la nuit des séphirotes, c'est que la sagesse se découvre nue en Malkout, et découvre que son propre mystère gît dans le non-être, rien qu'un moment, qui est le dernier,
Après recommencent les autres. Et avec les autres, les diaboliques, à chercher les abîmes où se cacherait le secret qu'est leur folie. Tout au long des flancs du Bricot s'étendent des rangées et des rangées de vignes. Je les sais, j'en ai vu de semblables de mon temps. Aucune doctrine des nombres n'a jamais pu dire si elle lève en montée ou en descente. Au milieu des rangées, mais il faut y marcher pieds nus, le talon un peu calleux, dès l'enfance, il y a des pêchers. Ce sont des pêchers jaunes qui ne poussent qu'entre les lignes. Elles se fendent sous la pression du pouce, et le noyau en sort presque tout seul, propre comme après un traitement chimique, sauf quelques vermisseaux à la chair grasse et blanche qui y restent attachés par un atome. On peut les manger sans quasiment sentir le velours de la peau qui fait courir des frissons depuis la langue jusqu'à l'aine. Jadis paissaient là les dinosaures, puis une autre surface a couvert le leur. Et pourtant, comme Bilbo, au moment où il jouait de la trompette, quand je mordais dans les pêches, je comprenais le royaume et je ne faisais qu'un avec lui. Après, tout n'est qu'artifice. Invente le plan Cassobon. C'est ce qu'ils ont tous fait pour expliquer les dinosaures et les pêches. J'ai compris. La certitude qu'il n'y a rien à comprendre, voilà qui devrait être ma paix et mon triomphe. Mais moi, je suis ici, qui ai tout compris. Et eux me cherchent pensant que je possède la révélation que sordidement ils désirent. Il ne suffit pas d'avoir compris. Si les autres s'y refusent et continuent à interroger, ils sont en train de me chercher. Ils doivent avoir retrouvé les traces à Paris. Ils savent que maintenant je suis ici. Ils veulent encore la carte. Et j'aurais beau leur dire qu'il n'y a point de carte. Ils la voudront toujours. Bilbo avait raison. Va te faire foutre, imbécile. Qu'est-ce que tu veux, me tuer? Oh, suffit à présent, liquide-moi. Mais que la carte n'existe pas, je ne te le dis pas. Il faut apprendre à se faire renard tout seul. Ça me fait mal de penser que je ne verrai plus l'IRL petit. La chose, Giulio. Ma pierre philosophale. Mais les pierres survivent toutes seules. Peut-être est-il en train de vivre maintenant son occasion. Il a trouvé un ballon, une fourmi, un brin d'herbe. Il y voit en abîme le paradis. Lui aussi, il le saura trop tard. Il sera bon et bien qu'il consomme ainsi tout seul sa journée. Merde. Et pourtant ça me fait mal. Patience. À peine je suis mort, je l'oublie. C'est la pleine nuit. Je suis parti de Paris ce matin, j'ai laissé trop de traces. Ils ont eu le temps de deviner où je suis. D'ici peu, ils arriveront. Je voudrais avoir écrit tout ce que j'ai pensé depuis cet après-midi jusqu'à présent, mais si eux le lisaient, ils en tireraient une autre sombre théorie et passeraient l'éternité à chercher à déchiffrer le message secret qui se cache derrière mon histoire. Il est impossible, dirait-il, que ce type n'ait fait que nous raconter qu'il se jouait de nous. Non, lui ne savait peut-être pas, mais l'être nous lançait un message à travers son oubli. Que j'ai écrit ou non, ça ne fait pas de différence. Il cherchait toujours un sens, même dans mon silence. Ils sont faits comme ça. Ils sont aveugles à la révélation. Mal coûté, c'est tout. Mais allez le leur dire, ils n'ont pas de foi. Alors, autant vous rester ici, attendre et regarder la colline. Elle est si belle. Vous avez entendu la troisième et dernière partie du Pendule de Foucault d'Umberto Eco, interprété par François Berland. Réalisation Arnaud Maton. C'est une production livraphone avec la d'autorisation des éditions Bernard Grasset.